La logistique, elle peut avoir 3 états. Elle peut être très négative pour ton business. Elle peut être neutre ou vertueuse. Et avoir une logistique neutre, c'est déjà difficile. Nous, avec Big Blue, on va faire un truc vertueux. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Tim Dumain, qui est le cofondateur et le CEO de Big Blue. Salut Tim, ça va ? Salut Laurent, ça va et toi ? Big Blue que vous retrouvez sur bigblue.co. CO. Qu'est-ce que c'est Big Blue ? Alors, Big Blue, c'est l'expérience de livraison ultime pour les marques. Donc, en fait, on gère la logistique des marques et on leur permet d'avoir une expérience de livraison qui soit au top. La meilleure, puisque c'est tout ce qui se passe après même d'ailleurs avant le dernier clic. Ouais, exactement. Confirmation d'achat qui peut avoir de l'importance sur l'impact de la satisfaction client. Dans le checkout et même très bientôt sur les produits, sur les pages produits. Voilà, on en reparlera. On en reparlera dans une seconde. On est chaperonné par Anna qui est présente mais qui n'a pas le droit à un micro et qui est la marketing manager de Big Blue mais qui voulait assister à l'enregistrement. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Tu m'as fait quelques intros qui m'ont bien plu. Chers auditeurs, vous avez entendu notamment par exemple Thomas d'Email Club. C'est toi qui nous avais fait une intro. Et bientôt, j'espère, d'autres, mais on en reparlera une prochaine fois. Je te reçois pour la raison suivante. Tu as eu une expérience hyper intéressante puisque tu as créé une première boîte à 19 ans, que tu as revendue presque 10 ans plus tard. 7 ans, ouais, qui s'appelle Morning. Qui s'appelle Morning et qui faisait des jeux. Ouais, qui existe toujours. Qui existe toujours, que tu as revendu. On en parlera brièvement, mais c'est un univers intéressant que je connais pas trop. On en a parlé 3 minutes tout à l'heure en préparant et j'ai réalisé à quel point j'avais peu de connaissances sur le milieu. Ce qui me fait dire que je serais heureux d'ailleurs de recevoir toute personne qui pourrait me parler du secteur du jeu de société ou jeu pour enfants ou jeu bref pour avoir une petite masterclass. Je te ferai des intros. Mais je serais content de comprendre comment on crée une boîte à 19 ans et qu'on la revend quelques années plus tard. Ce qui t'a amené à la fin de cette expérience à vouloir créer Big Blue et optimiser justement cette expérience client. Je te challengerai un peu parce que disons, le secteur, la verticale de la livraison, du warehousing, il est assez large et il y a pas mal d'acteurs, mais vous marchez bien. Et tu nous diras pourquoi est-ce qu'il vous différencie. Mais surtout, chers auditeurs, et c'est là que ça devient... ça aurait, j'espère, déjà été intéressant à ce stade, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des tips pour optimiser tout ce qui se passe avant, pendant et après l'acte d'achat pour optimiser, maximiser la satisfaction client. Il y a 10 tips qu'on va vous donner qui seront hyper actionnables, pratiques et qui vous permettront justement de progresser sur ce point. Et de réduire pas mal les CPA aussi, tous tes coûts, tes pubs, etc. En améliorant ta conversion, en améliorant pas mal de choses. On l'a dit avec... plusieurs invités récemment, mais que on peut plus. Il est beaucoup plus cher aujourd'hui de faire de l'acquise sur les plateformes sociales, et clairement, ça fait partie de la construction de la marge, de réduire ses coûts d'acquisition, et on peut optimiser du coup sa marge avec un ensemble d'actions qu'on verra ensemble ensuite. Exactement. Bienvenue Tim. Merci de nous accueillir. 19 ans pour créer sa première boîte. Ouais. En fait, je t'avoue un truc, c'est qu'on savait pas trop ce qu'on faisait, et surtout on savait pas ce que c'était qu'une start-up. On a fondé ça. On était, je crois l'année d'avant, on était lycéens.
Donc autant te dire que dans ces cas-là, tu sais rien faire. Et je vais te lancer une petite citation. Et je crois que c'est Mark Twain qui disait ça. Il savait pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Il y a pas mal de choses qu'on a fait parce que on savait pas que c'était pas possible. Et ça, c'était assez cool. On a tout fait de manière très organique avec nos tripes. Vous étiez combien ? On était 3 cofondateurs. Mais du coup, t'as fait c'est en parallèle des études ou à la place des études ? En parallèle de ma licence d'économique, et j'ai arrêté après parce que j'avais une boîte et que j'avais des salariés. Et que ça tournait. Ouais. Moi, j'ai failli créer ma première boîte. Pardon. Je sais pas si j'ai déjà raconté sur le panier, mais à 17 ans, je voulais arrêter mes études. J'avais fait toutes les démarches. J'étais à la chambre de commerce. Enfin bref, j'avais fait plein de choses au greffe. Et puis mon père s'est rendu compte que j'étais sérieux. Il m'a dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là ? Non mais arrête, va faire des études, nom de Dieu. On verra ça plus tard. J'en ai pas parlé à mes parents de peur justement qu'ils me disent exactement la même chose. Donc ils l'ont pas su. Au bout d'un an, ils l'ont su. Pourquoi le jeu ? Eh bah écoute, nous on a lancé. Donc ça s'appelait, pardon, je sais pas si j'ai dit, les Morning. Ouais. Et au début, on a vendu des Rubik's Cube sur Internet. Et du coup, parce que on aimait bien l'objet et qu'on savait qu'il y avait un marché, on avait fait un peu le tour des forums. Et il se trouve que le jeu, c'est un peu le master marché de celui du Rubik's Cube. Donc on y allait complètement organiquement en se disant, bon, il y a un truc à faire là-dedans, parce que le marché du Rubik's Cube est quand même limité. Et le marché du jeu de société est quand même très gros et surtout en grosse croissance. Voilà. On était en quelle année ? On était en 2011, à l'époque où pas grand-chose. Comment tu fais ton site internet à cet âge-là ? Ah, à cette époque-là, pardon. Et à cet âge-là, c'était un PrestaShop qu'on a fait... en tout, on avait 400 € de budget de nos boulots d'été et qu'on a fait... on a ouvert un PrestaShop, on a pris un template, on design comme ça. C'était assez, encore une fois, très organique. On savait rien faire, quoi. Et du coup, pour lancer... vous étiez des joueurs vous-même ? Non, on a appris en avançant. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Sur le jeu ou sur le lancement à 19 ans d'une vente de Rubik's Cube en ligne et puis ensuite d'autres jeux. Nous, là, rétroactivement, je pense qu'on a été assez fort. C'était pour créer notre communauté. Et on a été hyper présent sur les forums parce qu'à l'époque, c'était le gros truc, hein, les forums. Et en fait, on demandait vachement de feedback. On s'est dit qu'en fait notre communauté c'était déjà un moyen de vendre, d'avoir nos premiers clients, mais surtout de prendre des retours tout le temps. Et donc on s'est créé une base organique, on savait pas forcément faire des réseaux sociaux, du coup le réflexe c'est d'avoir des emails et donc de communiquer avec les gens via email. Et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'était une bonne chose. Alors je dis pas que j'aurais tout refait de la même manière si j'avais recommencé, parce que je pense que les ads c'est très bien, mais d'avoir des adresses email c'était hyper puissant, parce qu'une adresse email, enfin je sais pas, il y en a beaucoup qui disent ça, dont Thomas, ça vaut 20 followers sur Instagram, quoi. Alors je sais pas si on a parlé de ce ratio, mais effectivement un email, quelqu'un nous l'a donné, a priori il nous connaît, si on communique avec lui régulièrement et intelligemment. Super épisode, hein, Email Club, que vous retrouvez dans l'historique du panier. Effectivement un email c'est top et ça coûte pas grand chose, quoi. Ça coûte pas grand chose, surtout à l'époque. Effectivement, tout le monde avait son email parce qu'on recevait pas autant de spam que maintenant, pardon. Et du coup, ça nous a permis de nous créer une grosse base. Après, les réseaux sociaux, évidemment, ça a été un peu le relais, mais plutôt quelques années plus tard. Et nous, notre objectif, c'était de créer du brand love. Et moi, c'est quelque chose, quand j'essaie de prêcher la bonne parole aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve. C'est que les gens, ils aient envie de se tatouer ton logo sur le dos, quoi. Et nous, c'était vraiment notre objectif principal. On voulait pas décevoir nos clients. On voulait que les clients soient des repeat customers déjà, et surtout parlent de nous. Et je te dis encore une fois, ça, c'était sorti d'aucun bouquin. C'était nous qui avions ce sentiment que c'était la bonne manière de faire les choses. Et voilà, jusqu'en 2017 où on a fait un gros Kickstarter. Donc Kickstarter, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Ulule américain. Et ça nous a vraiment donné de la visibilité et ça nous a permis derrière de revendre. Alors Rubik's Cube, quand tu vas en vendre, tu les achètes en vrac et tu les revends. Il y a une marque, il y a une licence, il y a quelque chose. Ouais, ça a été assez compliqué. On a des problèmes juridiques. On pourrait faire un épisode. Mais on le fera. Hein. Alors peut-être pas avec toi, mais avec d'autres sur le jeu. Je peux raconter une petite anecdote. On s'est retrouvés quand on avait nos propres bureaux avec nos propres stocks. Je crois qu'on avait 30 mètres carrés. On s'est retrouvés avec 7 douaniers pour nous prendre tout notre stock et vérifier si c'était contrefait ou pas un matin. Donc ils nous ont pris nos 25 000 € de stock pas très longtemps avant Noël, donc ça a été assez difficile pour nous. Ça veut dire combien de temps tu les avais pour Noël ou c'était foutu? Ça a duré 10 jours et en fait on a un avocat qui s'est bien démerdé j'ai dit un gros mot, désolé Anna, qui s'est bien débrouillé et qui nous a récupéré le stock, mais on a dû aller le chercher à la douane, ils nous l'ont même pas ramené.
C'était dur. Mais non, ça s'était bien passé finalement. Mais donc, tu as des licences. Non, Rubik's Cube, je me demandais si c'était pas tombé dans le domaine public. Alors, je sais pas si c'est le cas dans le jeu. Mais en fait, c'est la forme tridimensionnelle extérieure du produit qui n'est pas vraiment protégeable. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres produits. Alors là, je m'avance pas juridiquement, je ne conseille à personne de lancer une marque dans ce domaine-là. Mais nous, en tout cas, c'était la conclusion qu'on avait eue. Et c'était une des raisons aussi qui nous a fait rapidement aller sur le master marché du jeu de société. Donc, pardon, Rubik's Cube, tu lances un Kickstarter parce que tu veux créer du brand love, mais c'est un Kickstarter du coup pour créer votre propre jeu? Ouais, alors un peu après, c'était pas notre premier, je crois que c'était notre 4e jeu. Okay. C'était un jeu qui s'appelle Kill the Unicorns, où l'objectif c'était de buter des licornes. Okay. Et en fait, ça a fait marrer tout le monde, et on a eu 8000 contributeurs, et on a levé $300,000. Ok. Donc plutôt bien. cool. Ouais. Et ça, c'était notre propre IP, du coup plus de problématiques avec les douanes. Tu vois, on a un peu changé de paradigme. Affranchi du... Ouais. Et là, on est en 2017 pour le Kickstarter, 300 000 euros levés. Ouais. Combien de contributeurs? 8000. 8000 contributeurs, ok. Et ça a complètement relancé la boîte, et ça nous a permis d'être dans plein de pays, d'être vendu chez Walmart, aux États-Unis, enfin d'avoir un peu une place partout et d'avoir de la visibilité. Alors, plein de questions, mais je commence par la première. Alors, je les liste, comme ça, je n'oublierai pas. Mais comment réussir ta campagne Kickstarter à ce moment-là? Qu'est-ce qui a marché? Et la deuxième, est-ce qu'on peut, quand on est une petite boîte de 3 mecs de 24 ans à ce moment-là, dans ces eaux-là? Bah oui, 25, 26. Créer un jeu avec une IP que tu vas pouvoir licencier à l'international, ce sera intéressant. Mais donc, Kickstarter, comment ça a marché? Pourquoi ça a marché, pardon? C'est purement la communauté. Déjà, on avait fait un petit Kickstarter avant, qui était un peu plus modeste, sur un jeu un peu plus compliqué à comprendre. Non, c'était purement la communauté. En vrai, on avait fait pas mal de salons. Je crois qu'on a fait tester le jeu 1000 fois avant de le lancer sur Kickstarter, et on a eu énormément de feedback. Du coup, on l'a un peu finalement construit avec la communauté. Je me rends compte que beaucoup de gens disent ça, mais nous, on s'en était pas rendu compte à l'époque. Et ça, c'était énorme pour nous, quoi. Activer ta communauté pour lancer ta campagne, et on l'a vu notamment avec Lovebox que vous pouvez écouter, c'est un super épisode où on insistait, Jean insistait vraiment sur l'importance des 24 premières heures de ta campagne Kickstarter où il faut sortir du lot pour monter dans l'algo. Ouais. C'est un peu vertueux, plus tu je cherche un terme qui m'échappe, mais en gros être véloce sur le lancement de ta campagne pour monter dans l'algo, quoi. Nous, on a financé en 2 heures. En 2 heures? Ouais. Mais en fait, c'est un peu... Oui, mais ça dépend de ton objectif, pardon. Ouais, mais l'objectif, en fait, il était à 10 000 $. Il était assez bas. Mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, la clé du succès de Kickstarter, c'est effectivement, dans la première journée, d'aller chercher... alors, c'est quasi 25% de tes contributeurs, parce que derrière, tu auras un ventre mou pendant longtemps, qu'il va falloir que tu animes. Mais le début et la fin de ta campagne sont extrêmement importants. Et nous, finalement, cette préparation, c'était 6 mois de préparation. Enfin, cette campagne, c'était 6 mois de préparation. C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que c'est la face visible de l'iceberg, mais qu'il y a énormément de travail en amont et qu'ensuite il faut cravacher en aval pour délivrer tous tes clients, ouais. Éviter d'être déceptif. Donc c'était ma première question. La deuxième, c'est t'as 24 ans, tu viens de créer ton jeu Kill the Unicorns. Comment t'es distribué chez Walmart? C'est marrant parce que nous on était un peu fans des salons, on allait pas mal sur des salons, on se montrait plus gros qu'on ne l'était, et en fait il y a un gars de Walmart qui est passé sur nos stands et qui a dit ce jeu là je l'ai vu sur Kickstarter. On a fait oui, effectivement on a fait un Kickstarter, et du coup il était très très chaud, et une fois que t'as un copain chez Walmart et qui te pousse à sa direction, il y a moyen que tu fasses quelque chose de bien avec eux. J'en discutais avec Laure Lagarde pour parler de Émilie Spilot récemment, mais c'est marrant, il y a une recette qu'on peut suivre pour se donner un maximum de chances de réussite dans l'e-commerce, mais la chance, on peut la provoquer, mais en vrai on peut pas l'inventer, quoi. Donc on peut se donner, écoutez bien le panier, chers auditeurs, et vous aurez la recette parfaite pour créer votre boîte, ou en tout cas lancer votre e-com. Ça veut pas dire que vous réussirez, mais vous aurez toutes les chances de réussir. Ensuite, il faut avoir la chance, justement, quoi. Donc un mec de Walmart passe sur le stand. C'était quel salon? Tu vas pas le connaître, c'est Essen, c'est un gros salon de jeux de société. Essen? Ouais. Okay. Essen Spielwarenmesse. Spielwarenmesse. Exactement. Cool. Et donc tu distribues dans le monde entier. Vous montez jusqu'à combien de personnes et quel CA? 20 personnes et à peu près 2,5 millions de CA. Ok. Et là, on était en 2017 quand tu as lancé ta campagne Kickstarter, et vous avez revendu un an plus tard. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça a été dur. En vrai, ça a été très très dur pour nous, à plein d'égards.
On parle souvent des victoires, mais pas assez des défaites. Et nous, on en a eu quand même beaucoup. Nous, la croissance des équipes, ça a été un moment très douloureux, pas hyper structuré. On n'a pas des bons process, tu vois. Là, je le vois aujourd'hui chez Big Blue, c'est extrêmement important d'avoir des process qui sont hyper bien huilés. Et le troisième point, c'est ça qui m'a amené à réfléchir à Big Blue et à lancer plus tard avec William et Mathias, c'était la logistique. Ce sont pas les mêmes associés que Morning? Non. Okay. J'ai lancé Morning avec mes meilleurs amis qui ont choisi de continuer Morning en tant que salariés. Okay. Et William et Mathias, c'est des gars hyper brillants que j'ai rencontrés justement en début 2018. Parce que les autres sont pas brillants? Ils sont hyper brillants aussi, mais en fait, c'est compliqué quand même quand t'as fait ta première marque avec des très bons amis, de relancer ça avec des gens que tu connais pas. Je t'ai coupé dans ta lancée. Tu m'as dit que tu avais ce qui a créé l'idée de Big Blue, en tout cas ce qui a généré l'idée de Big Blue. Dans ma tête, parce qu'effectivement, quand j'ai rencontré William et Mathias, ils avaient aussi l'idée de lancer un truc dans la logistique, et c'est ça qui nous a liés. Moi, c'était les problématiques que j'avais rencontrées chez Morning, et en fait, on a tout fait. Encore une fois, c'était très organique, du coup, on s'est pas trop posé de questions. On a fait nos logistiques en interne. Au début, dans la chambre d'étudiants de Valentin, un de mes associés de l'époque que je salue. Ensuite, dans nos bureaux, et ensuite, on a pris 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés d'entrepôt. Et à un moment donné, je crois que c'était en 2015, on s'est dit mais mince, c'est quoi notre métier, quoi? 50% de notre temps, c'est la logistique. Et on va pas faire une boîte de logistique. Hyper intéressant. Donc tu passes des deux côtés de la table. Tu étais le client des logisticiens. J'aimerais comprendre les points de friction que tu rencontrais et que du coup tu as voulu régler. Écoute, déjà la logistique, il faut qu'elle soit fluide. Il faut que tu livres suffisamment rapidement, avec de la visibilité. Il faut que tu communiques bien. Et en fait, quand ton logisticien ne te permet pas de faire ça, t'as un peu des catas, quoi. T'as des clients qui sont pas contents, que ce soit en B2B, en B2C. T'as des clients qui retirent leurs commandes, t'as des clients qui te font une mauvaise réputation. La logistique, elle peut être... Moi, je dis souvent qu'elle peut avoir 3 états. Elle peut être très négative pour ton business. Elle peut être neutre ou vertueuse. Et avoir une logistique neutre, c'est déjà difficile. Nous, avec Big Blue, on va faire un truc vertueux. Du coup, tu revends, tes associés restent, et toi, tu as rencontré William et Mathias. Et vous lancez. Comment est-ce qu'on se lance en... Écoute, moi ça faisait 1 an que j'y pensais très fort, parce que à partir de à partir du Kickstarter, on savait qu'on allait revendre. Je pensais très fort à faire un truc dans le sujet, sur le sujet de la logistique. William et Mathias sont 2 ingénieurs des mines extrêmement brillants. L'un a bossé chez Apple et Vimeo, Mathias, et William a bossé en opération et en conseil. Du coup, on avait un peu le trio parfait pour lancer ça. Moi, je connaissais bien les clients, je connaissais bien la problématique, et en fait, quand on s'est rencontrés, c'est devenu un peu une évidence. Eux avaient envie de lancer quelque chose dans la logistique, et moi j'avais ce projet-là dans la tête. Donc on s'est dit, allez, on lance ensemble, et on se sépare les sujets. Ça, c'était hyper important dans le succès de Big Blue. Enfin, non pas qu'on soit très très successful déjà, mais dans ce qu'on fait de tous les jours, d'avoir une complémentarité, être capable d'avoir une espèce de 3 mini CEO sur 3 sujets différents, et être assez fort, assez compétent sur ces 3 sujets. Ok. Et du coup, la première étape, Parce que ce que tu me racontais quand on préparait cet entretien, c'est que vous êtes vraiment une boîte tech. On est une boîte tech, on est une boîte tech. Il y a une couche tech qui est hyper importante, elle est très très ancrée dans le CMS, les process, l'opérationnel du e-commerçant. Ah, exactement. En fait, l'idée, c'est surtout d'avoir une partie logistique qui fonctionne très très bien. Donc, ce que je te disais, la logistique, ça peut être neutre, qui fonctionne très bien. Donc, nous, on s'appuie sur des gros du secteur qui font que, genre Kuehne+Nagel, XPO, des entrepôts qui font que tout se passe très bien, avec des gens qui ont de l'expérience. Et notre valeur ajoutée, c'est l'excellence opérationnelle, donc être capable d'orchestrer tout ça, et surtout la partie technologique, la partie produit, donc tout ce qu'on apporte aux marques, donc dans l'expérience post-achat. Et donc ça, aujourd'hui, c'est plus d'un tiers de l'équipe qui fait du développement produit. Donc Mathias était à la tête de ça, mais on a aussi un gars qui nous vient de Alan, et qui a été CPO de chez Captain, qui s'appelle Paul Marie, qui gère tous nos produits. Donc on a des gens extrêmement compétents pour faire ça, et c'est pas juste de la logistique, loin de là. Et du coup, l'offre, le milieu, il a quand même vachement changé au cours des 10 dernières années, puis l'explosion du e-com. Comment est-ce que tu
place par rapport à d'autres acteurs? Comment est-ce qui sont d'ailleurs passés sur ce podcast, entre autres, mais... Écoute, nous, enfin, comme je te dis, on veut que la logistique soit facile à mettre en place pour les marques, et je pense que beaucoup d'acteurs veulent faire ça, mais notre vrai point différenciateur, c'est que nous, on veut que la logistique et l'expérience post-achat aident à vendre plus. Vendre plus, vendre mieux. Donc quand je dis vendre mieux, c'est-à-dire meilleur taux de conversion. Tu vois, quand on va en parler là aussi, mais tu as un gros drop de panier, et quand tu vois que 80% des raisons des paniers abandonnés, c'est lié à la logistique, tu sais qu'il y a un énorme truc à faire. Et 80% des paniers abandonnés. Alors il faut que je vérifie mes sources, mais c'est un ratio comme ça, c'est 3/4, je pense, à peu près. C'est assez énorme. Que tu vérifies pour le volume, mais en tout cas c'est une grosse partie des paniers abandonnés sont liés à la logistique. Donc attends, je regarde, j'avais pris des notes. Ouais, tu vois, la moitié des paniers abandonnés, c'est juste les frais de livraison, par exemple. Et 25%, c'est les délais de livraison qui sont trop longs. Donc t'es quasi déjà à 75% qui sont liés à la logistique. Et donc en informant plus tôt ou plus intelligemment ou de manière plus transparente sur les frais de livraison ou l'ETA, le délai de livraison, donc la date de livraison, Estimated Time of Arrival, l'ETA de la livraison, tu te coupes du panier abandonné ou de l'aspect déceptif de la découverte de la brique livraison de ton achat au moment du panier, quoi, du checkout. Ouais, en fait, imagine-toi, c'est-à-dire que on te dit, voilà, ton produit va être livré en 2 à 5 jours. C'est quoi 2 à 5 jours ? 2 à 5 jours, ça veut dire que c'est entre mercredi et samedi. Attends, mais samedi, est-ce que je vais être livré ? Donc c'est peut-être plutôt lundi. En fait, tu sais pas quand est-ce que tu vas être livré. Et aujourd'hui, tu es à moitié en télétravail, à moitié au bureau. Tu sais pas si tu seras là. T'as peut-être pas une boîte aux lettres qui te permet de recevoir des colis. Donc en fait, ça va être une pain, tu vois. Alors que si on te dit, ça va être livré mercredi 24 décembre, et ben en fait, tu vas savoir où tu seras ce jour-là. Et si tu peux recevoir le colis, tu peux t'organiser. Et ça, c'est vraiment hyper important. Amazon a très bien compris. Je vais pas te le cacher, Amazon, sur ces problématiques-là, c'est des bons exemples. Hein. Ils savent ce qu'ils font. C'est une bonne école et c'est... oui, clairement. Bien sûr. En termes de benchmarking insight, tout y est, quoi. Mais en termes de gestion des transporteurs, en termes de beaucoup de choses. Sauf que, tu vois, il y a plein de choses qu'on va faire comme Amazon, mais du côté brandé du spectre. On veut que les marques puissent mettre en avant leur branding, leur image, leur histoire, leur couleur. Ok. Vous vous lancez courant 2018, premier client 2019 ? Ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de développement donc, du coup, de la plateforme, de l'app. Tu peux pas vraiment te permettre de faire un petit POC qui fonctionne pas en logistique parce que tu peux perdre beaucoup d'argent. C'est ça, c'est le cœur du problème pour un e-commerçant. Ouais, ça a été le lancement c'était plutôt courant 2019. Ouais. Vous étiez à Station F. Ouais. Vous avez levé un peu d'argent. On a levé un peu d'argent fin d'année dernière. Ouais. Donc fin d'année dernière, fin 2020, oui. C'est-à-dire à 1 an et demi, à 2 ans d'Ops, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tes premiers clients ? Alors, Morning. Ouais, on avait Morning en premier client, on avait une marque espagnole qui s'appelle Tropic Feel, on a eu pas mal de belles boîtes dès le début. On s'est beaucoup donné pour avoir des marques qui puissent nous filer du volume et qui aient compris notre vision. Et tu vois, dans nos premiers clients qui est... tu vois, on a Dermalogica, je sais pas si tu connais. Non. C'est une grosse marque qui fait de la cosméto. Ok. Et dont qui sont assez proches des problématiques de leurs clients et qui voulaient justement une expérience post-achat qui soit hyper avancée et qui nous ont fait confiance à un moment où on n'avait pas grand-chose. C'est intéressant et on en est toujours reconnaissant sur ces premiers clients qui nous permettent de croître. La brique tech, elle est importante. Il y a une intégration forte avec les différents CMS. Oui. Donc nous, là, on s'intègre avec la majorité des CMS, enfin 95% des CMS utilisés aujourd'hui. Le reste, on l'intègre via les API. Mais tu vois, à chaque fois, il faut qu'on pousse vachement l'intégration avec une app comme sur Shopify. On veut pas juste un petit connecteur qui fait remonter les commandes. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui te permet nous-mêmes de pousser de l'information dans les pages produits, dans le checkout, qui nous permet de récupérer énormément d'informations, faire remonter les statuts de commande. Enfin, il y a pas beaucoup de choses que tu peux faire quand l'intégration est vraiment poussée. D'un point de vue tech, Yana qui est en train de prendre des photos de nous, j'imagine pour la com de la boîte, je rentre mon ventre, hein, je fais ce que je peux, je me grandis. Respire, le bouton qui craque. D'un point de vue tech, ce que je me disais à chaque fois, vous avez pu écouter,
Trusk, Wing, d'autres acteurs sur le podcast. L'information, elle va dans tous les sens, quoi. Enfin, du warehouse vers le site, le produit, enfin l'information, la dispo produit. Ensuite, il faut faire remonter au client final de la date de livraison, du statut de livraison, l'état d'avancement de la livraison. C'est un énorme hub qui a plein de clés d'entrée, plein de clés de sortie. Ah mais c'est clair, c'est-à-dire que tu as besoin d'hyper bien te connecter à évidemment ton CMS, mais aussi à ta logistique, à tes transporteurs. Donc tu as beaucoup de choses qui se passent, et ces informations-là, elles doivent être propres. Et évidemment, nous, c'est aussi pour ça qu'on maîtrise la partie logistique. Il faut qu'il y ait une excellence opérationnelle derrière, parce que tu as beau donner l'information, si la commande elle n'est pas envoyée au bon moment, avec le bon transporteur, etc., la satisfaction client elle n'est pas là non plus. Donc un peu plus de 2 ans d'existence, presque 3 ans d'existence, 2 ans opérationnels, c'est ça. Combien de clients et quelle taille vous faites? Alors là, on a 250 clients. Alors les chiffres exacts, je te les donnerai pas, mais par contre, je peux dire qu'on a des journées à plus de 10 000 commandes, donc on est en grosse croissance. Et là, un peu plus de 50 personnes dans l'équipe. C'est fat. Ouais. Et tu m'as dit que sur Morning, ça a été une grosse friction. Ouais. De faire croître l'équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur Morning que tu n'as pas répété sur ton apprentissage? C'est quoi? Je te dis, les process, c'était hyper important pour nous. Sur l'humain ou sur le recrutement? Sur quoi? Alors, tout. Ouais. Donc, le process de recrutement, être hyper rigoureux sur le recrutement, avoir des gens qui collent à tes valeurs, avoir des process qui puissent être lus. Nous, on a une grosse culture de l'écrit. Chez Big Blue, c'est important pour nous que les personnes qui arrivent, elles puissent se documenter et monter en compétences rapidement, et qu'on soit tous alignés. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, mais rien que de noter quand t'as un rendez-vous avec quelqu'un, prendre des notes, que la personne après elle puisse relire et voir ce qui s'est dit, c'est juste un basique, mais on le fait depuis le début, et ça nous a permis de véhiculer pas mal d'informations sans avoir besoin de briefer les gens sur le moindre petit sujet, le moindre petit détail. Pas mal de choses côté humain, côté communication surtout. Bien communiquer avec son équipe, prendre le feedback quand tu diriges l'équipe aussi, c'est important. Est-ce que tu es obligé de lever des fonds dans ta verticale, dans ton domaine? Ouais, parce que c'est un marché où il faut aller vite, parce qu'il y a quand même des parts de marché à prendre. Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à prendre le marché. Tu peux pas vraiment te contenter d'une petite croissance où tu te fais bouffer, et puis après il y a aussi beaucoup d'investissements tech. Je te dis, un tiers de notre équipe, c'est des techs. Et du coup, tu sais bien, la tech, ça coûte cher. Surtout en ce moment. Enfin partout dans le monde, avec toutes ces levées qui gonflent un peu un marché qui est déjà ultra tendu. Sur 50 personnes, donc un tiers de personnes sur la tech. Ouais. Et la répartition des 2 autres tiers? Opération et acquisition client. Ok, donc la logistique elle-même? Ouais, les opérations, donc quand je te dis opération, t'as des warehouse managers, donc des gens qui ont les pieds dans les entrepôts. T'en as 1 ou 2 par entrepôt, et t'as des personnes qui s'occupent du customer success. Parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire que le modèle, c'est de travailler avec des partenaires en termes d'entrepôt logistique. Oui, c'est ça, c'est de travailler avec des gens qui ont fait déjà ça pendant des années, et de leur apporter, nous, nos tech et nos data, pour justement comprendre comment on peut améliorer en continu les performances de la logistique ou du transport. Et du coup, est-ce que eux t'apportent du client? Est-ce que ça remonte dans ce sens-là ou pas? Ou il n'y a que toi qui... dans quel sens se fait le flux? Non, c'est nous qui apportons. C'est toi qui apportes c'est nous qui utilisons des mètres carrés dans les entrepôts et qui grossissons. Ok. Et je suis en train de me demander comment tu arrives à signer 250 clients. La logistique pour un e-commerçant, c'est quand même cœur bise, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à convaincre 250 clients de te rejoindre dans l'espace de 2 ans? Je pense que le côté expérience post-achat, ça parle pas mal. Et c'est comme ça qu'on se différencie beaucoup. On veut pas faire quelque chose qui est 10% meilleur que le concurrent. On veut faire quelque chose qui est 10 fois meilleur que le concurrent. Et nous, de simplement dire, voilà, tu vas diviser ton coût d'achat, ton CAC ou ton CPA par 2 grâce à ta logistique, déjà c'est un truc pas mal. Et quand on leur explique, ils y croient, et parce que ça marche vraiment. Et après, tu sais bien, c'est les mécanismes de bouche à oreille, on fait parler nos clients sont satisfaits, on a un churn qui est hyper faible. Et du coup, voilà. Alors, c'est assez difficile de changer de logisticien.
C'est pas évident. Tu demanderas à nos concurrents. Comment, enfin c'est marrant comme discours. Donc divise par 2 ton coût d'acquisition avec une meilleure expérience post-achat. Bah, en fait, oui, meilleure expérience post-achat, les ETA dans le checkout, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, typiquement, c'est assez simple à comprendre. Si tu te dis, voilà, quelqu'un qui aurait dû abandonner son panier ne l'abandonne pas. Si tu as la moitié des personnes qui abandonnent plus, bon déjà ça te coûte beaucoup moins cher, tu vois. Oui, ok, compris. Et après, il y a une réalité aussi, c'est le repeat business. Alors c'est quelque chose qu'on a dû dire souvent, mais c'est beaucoup plus facile de faire racheter quelqu'un qui a déjà acheté chez toi que... Non mais, tu souris. Non, je souris parce que je pense être la personne qui le répète le plus sur ce podcast. C'est parfait. Mais je te laisse reprendre et terminer. Eh ben non, mais c'est ça, c'est beaucoup plus facile de faire racheter un client qui a déjà acheté chez toi que d'aller chercher un nouveau client. Et beaucoup moins cher surtout. Donc nous, c'est ça qu'on prône, c'est le réachat, et ton expérience post-achat, elle va faire en sorte que tes clients réachètent et que tes clients parlent de toi. Quand tu reçois un colis qui est incroyable, qui est tellement incroyable que tu as envie de faire une photo et de la mettre sur tes réseaux sociaux, tu te doutes bien que ça vend un peu plus. Une boîte qui faisait ça très bien, j'ai pas vérifié leur Insta dernièrement, mais c'était Easy, qui proposait à toutes les... Enfin, je pense que la moitié des posts de leur Insta, c'était du user-generated content, donc des clients satisfaits qui postaient des images et qui acceptaient que les images soient reprises des produits, quoi. Mais c'est assez dingue, et les marques, il y a beaucoup de marques, beaucoup de DNVB qui n'en ont pas conscience de à quel point l'expérience post-achat peut être générateur de visibilité, de revenus supplémentaires. Et nous, en fait, on fait beaucoup d'évangélisation. En fait, c'est ça notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est de prêcher la bonne parole. Leur dire, attends, mais regarde comment ça peut impacter. Il y en a beaucoup qui nous parlent de prix, d'optimiser les centimes. Nous, on leur dit, attends, mais on n'est pas déjà beaucoup plus cher que les autres, mais surtout, on va te rapporter de l'argent. Donc, c'est un no-brainer. Parfait. Et les no-brainers, j'en aimerais bien maintenant une dizaine. Mais est-ce que tu peux, c'est la promesse de cet épisode, me donner les 10 tips actionnables immédiatement pour optimiser cette expérience post-achat, mais aussi pré-achat d'ailleurs? Ouais. Donc il y a un des premiers trucs dont on a déjà parlé, c'est d'indiquer la date de livraison exacte. C'est peut-être le premier tips. Mais ça, on le connaît? Alors, tout le monde peut pas le faire. Okay. Tout le monde peut pas le faire, c'est certain. Ça nécessite quand même d'avoir une connexion à ton opérationnel qui est très très bonne. Nous, on le fait parce que c'est notre métier. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être capable de, à minima, estimer. Amazon le fait très bien, mais bon, tu peux pas forcément. Ils ont d'autres moyens. Ouais. Non, mais ils ont. En fait, c'est beaucoup de data. Hein. C'est énormément de data que tu exploites, parce que finalement, tu vas avoir une promesse de ton transporteur. Chronopost par exemple, qui va te dire livraison en 48 heures ou 24 heures, sauf que parfois c'est pas vrai. Et très souvent on voit livraison 3 à 6 jours ouvrés. Voilà. Mais s'il est possible d'avoir la date, il faut l'indiquer sur la fiche produit, en gros c'est ce que tu me dis. Ouais, alors déjà sur la fiche produit si tu peux, mais surtout au checkout dans le panier, et du coup c'est ce moment-là qui va être hyper important pour la décision d'achat. Et voilà, et là juste faire ça, c'est 9% de drop-off en moins. Voilà. Juste indiquer la date de livraison estimée. Ouais. J'ai l'impression de le voir quand même assez souvent, mais c'est vrai que parfois ça manque. 9% d'abandon de panier en moins. Exactement. C'est déjà une belle première étape. Ouais. Et en fait, t'as pas mal de grosses marques qui sont capables de le faire parce qu'elles ont suffisamment de data, mais la plupart des petites marques ne sont pas capables de le faire. Voilà. Donc il faut trouver un moyen. L'indication aussi livré avant Noël ou livré avant la fête des mères ou livré avant la Saint-Valentin pour les produits qui correspondraient, ou en tout cas les achats qui correspondraient, c'est hyper important aussi. Bah écoute, c'est un de mes tips après. J'y reviendrai alors. On en reparlera. Okay. Mais oui, effectivement. Ok, premier tip, indiquez si vous le pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, la date de livraison estimée sur la fiche produit ou lors du checkout. Et la respecter. Évidemment. De toute façon, oui. Non, mais parce que tu peux aussi ne pas la respecter, et là, ça crée c'est un peu l'inverse. Ça crée l'insatisfaction. Tip numéro 2. Allez. Avoir plus d'options de livraison. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Alors nous, on est en contact avec énormément de gens, que ce soit via Big Blue ou via le Digital Native Club dont je te parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de marques qui mettent une option. Mais sauf que tu vas faire une option, je sais pas, par exemple une option de livraison à domicile, sauf que ton client il a peut-être pas envie d'être livré à domicile ou au bureau, il va peut-être vouloir être livré en point relais.
Tu vois, moi, je préfère souvent être livré en point relais parce que je sais pas si je serai au bureau à domicile et c'est un petit peu embêtant. Et du coup, le point relais, c'est pratique parce que c'est sur le chemin. Mon point relais, il est ouvert jusqu'à 21h ou 22h. C'est hyper facile. Par exemple. Mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire en fonction de la sensibilité de tes clients, en fonction de ton persona. Et par exemple, il y a des solutions plus ou moins polluantes, par exemple. Plus ou moins polluantes. Nous, on est en partenariat avec Swoopin, avec qui je te conseille de parler d'ailleurs, ils sont très forts. Eux, ils livrent sur les grandes villes de manière complètement... en tout cas avec des véhicules qui respectent un peu plus l'environnement, parce qu'ils sont électriques. D'ailleurs, c'est une bicorp, donc ils font plein de choses bien. Ce que Trusk a fait d'ailleurs, ils ont acheté eux-mêmes, parce qu'ils fonctionnent avec d'autres partenaires, mais ils ont acheté une dizaine de camions électriques, full électriques. Mais tu vois, mais même la Poste fait ça, Colissimo fait ça, mais tu vois, t'as plein de boîtes, on sait pas, mais qui livrent avec des camions polluants, qui sont pas remplis, et en fait, souvent c'est de l'express. Voilà, je vais pas citer pour pas me faire des ennemis, mais effectivement, souvent c'est de l'express. Mais parfois, une livraison express, c'est important. Même si tu communiques sur le fait que ça va être un peu plus impactant écologiquement, c'est quand même vachement important parce que c'est l'anniversaire de ta nièce demain. Comment tu fais si t'as une livraison 3-5 jours? Et tu peux faire, par exemple, avec Swoopin. Alors, je suis en train de faire la pub pour Swoopin. Ils vont être contents. Non, mais par exemple, avec des solutions de livraison telles que Swoopin, tu peux faire de l'express respectueux de l'environnement. Donc, ouais, voilà, t'as plein d'options. Donc, moi, ce que je conseille en général, ce qu'on se conseille en général, c'est d'avoir 3 options. Une livraison standard, une livraison express et une livraison en point relais. C'est très bien, ça laisse le choix. Et voilà. Très bien. La livraison express, c'est quand même assez important. Et c'était mon 3e tips. Oui, parce que tu peux avoir jusqu'à 60% de vente en plus en proposant une option de livraison en 2 jours. Jusqu'à 60% de vente en plus avec une livraison express quand c'est pas le cas. Ouais. Ok. Et les clients, on voit qu'ils sont prêts à payer plus pour la livraison express. Donc on sait, c'est clivant, mais t'as des options green, t'as des options qui te permettent de le faire avec un impact écologique moindre. Après, tu peux faire plein d'autres choses. C'est peut-être un peu du greenwashing, mais compensant le carbone. Enfin, t'as plein de solutions pour faire en sorte que ta livraison express soit peut-être un peu moins impactante. Mais de toute manière, quand tu vas avoir un anniversaire, un impératif, t'as besoin de cette livraison express. Non, mais le greenwashing, même si c'est du greenwashing, a quand même un effet vertueux. C'est qu'à force de se faire greenwasher par 25 canaux tous les jours, on y pense, et je pense vraiment que ça devient des habitudes. On a animé un atelier sur la Gen Z, la génération Z, lors du One-to-One Monaco, qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros salon e-commerce et retail, avec Cosa Vostra. Et en fait, les conclusions, c'était ça. C'est une génération engagée, qui a des valeurs, qui nous pousse à réfléchir, à revoir notre marque employeur et tout. Parfois, qui achètent sur Wish, ou tu vois. Bien sûr, non, mais c'est clair. Mais de moins en moins. Donc, oui, ce greenwashing, forcément, au bout d'un moment, il a une efficacité vertueuse, quoi, sur nos actes d'achat et nos comportements d'achat. Mais ces solutions, en fait, elles sont de plus en plus accessibles, donc on a de moins en moins d'excuses de ne pas les utiliser. Et clairement, quand on parle de Swoopin ou d'options de livraison un peu plus green, c'est pas extrêmement compliqué de les mettre en place en fonction de ton prestataire, et ça te permet quand même de gagner des clients, même si ton persona habituel n'est pas forcément très engagé, c'est quand même toujours un plus. La livraison gratuite, ça fait partie de tes conseils aussi. Ça a été un gros accélérateur pour pas mal de e-commerçants. Est-ce que elle doit être gratuite? Comme on disait au début, 44% des paniers abandonnés, c'est à cause du prix de livraison. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est quitte à inclure les frais de livraison dans tes marges, ce que souvent les DNVB peuvent faire, vaut mieux proposer de la livraison gratuite. Alors, c'est le même panier à la fin, mais les gens sont très sensibles à ça. Et si tu fais pas ça, si tu proposes pas une option de livraison gratuite, à minima, avoir la livraison gratuite au-dessus d'un certain panier. Et nous, on conseille de le faire à 10-15% au-dessus de ton panier moyen. Comme ça, c'est double effet vertueux. Tu vas aussi augmenter ton panier moyen. Proposer la livraison alors inclure la livraison gratuite dans les fees, dans le coût du produit, et si elle n'est pas gratuite pour tous, la proposer au-delà d'un certain seuil. Tu proposes 10-15% au-dessus du panier moyen, ce qui a un effet vertueux qui est de tirer ton panier moyen vers le haut. Ouais. Ok, je résume ce qu'on s'est dit jusqu'à présent.
indiquer une date de livraison quand on l'a et précise et évidemment la respecter, avoir plus d'options de livraison afin de pouvoir s'arranger, livraison en journée dans un point relais si je suis pas chez moi ou le week-end ou ainsi de suite, proposer des livraisons express parce que on en a quand même parfois souvent besoin, même si c'est que par caprice et qu'on veut notre produit dans les 24 heures ou c'est pour l'anniversaire de la petite nièce, et proposer d'une manière ou d'une autre de la livraison gratuite, ça augmente le taux de transfo du panier. Yes, exactement. Je le rappelle, tout ce qu'on se dit là, c'est comment limiter les frictions au niveau du checkout, ce qui veut dire que ça augmente votre taux de transformation CTR et du coup ça réduit l'impact sur le coût d'acc de vos clients. Exactement. Cool. Type numéro 5. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit aussi peu utiliser, qu'on ne voit pas assez justement, c'est l'utilisation des emails de suivi comme un canal marketing, les emails de suivi de ton colis. Et en fait, moi je reçois encore beaucoup d'emails de suivi de Colissimo, de Chronopost, de UPS, complètement décorrélés de la marque. Donc en fait, tu vas avoir de la pub pour Chronopost, quoi. Et en fait, ces emails-là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est des emails qui sont ouverts à 75% du temps. Ça, c'est nos data, donc ça, je peux les affirmer. 75% des emails de suivi sont ouverts, et ouverts en moyenne 4 fois. C'est une plateforme incroyable pour vendre plus, pour faire du marketing, pour parler de ta marque, pour renvoyer vers tes réseaux sociaux. Enfin, tu as énormément de choses que tu peux faire au travers de ces emails-là. Créer du brand love, on en parlait tout à l'heure. Tu peux raconter un peu plus ton histoire, par exemple. Tu peux, créer des followers, demander du referral, de dire voilà, je t'offre 5 € si tu m'amènes ta grand-mère. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire au travers de ces emails-là et qui sont très peu faits. L'email, c'est vraiment, vraiment un outil ultra puissant. Je vous le redis, écoutez cet épisode avec Thomas d'Email Club, c'était hyper intéressant. Utilisez-le. Je suis étonné qu'on soit encore obligé de le dire aujourd'hui, mais... Ouais, mais tu vois, nous on parle avec beaucoup de marques qui nous utilisent pas et qui s'en rendent pas compte, parce que ils le voient pas comme une opportunité. Et c'est vrai que quand tu regardes un email marketing classique, il est ouvert à 25% du temps en moyenne. Quand ça se passe bien, tu vois, il est ouvert une fois. Il est pas forcément complètement lu. Donc en fait, tu vois, c'est des moyens. Encore une fois, c'est un no-brainer, c'est un moyen de faire un peu plus de marketing, genre gratuit, quoi, parce que ces emails-là, ils sont là, ils existent. Ils vont partir de toute façon. S'ils partent pas, c'est pas normal, il faut le faire partir. Et c'est un excellent support média pour communiquer sur de l'upsell, du side sell, de la love, pour plein de choses, quoi. Et après, au-delà, et on parle même pas du fait que ce soit hyper important pour justement réduire ton taux de customer service, avoir des gens qui sont plus au courant, qui sont moins inquiets. Donc tout ça, c'est une évidence, mais ça va en plus, ouais. Cool. Est-ce que c'est le bon moment pour mesurer ma satisfaction client, justement? Sur le transport. Ouais. Sur le transport, ouais. Une fois que tu es livré, assez rapidement demander un avis client. En fait, tu peux demander un avis sur le produit. Ça va arriver un peu plus tard. C'est bien d'avoir 1 semaine, 2 semaines d'utilisation en fonction de ton produit. Si ton produit c'est une planche de surf, tu demandes pas le lendemain. Si ton produit c'est, je sais pas, quelque chose pour se laver le visage, assez rapidement la personne devra avoir testé. Et donc, effectivement, au bout de 3-4 jours, tu peux demander l'avis. Par contre, demander l'avis sur la livraison, encore une fois, c'est un truc qu'Amazon fait très bien et que peu de marques font. C'est important parce que tu as besoin de feedback pour faire évoluer justement ton expérience, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très vocaux par rapport à ça. Ils vont avoir une mauvaise expérience et ils vont pas t'en parler. Et on le sait bien, les clients qui sont pas satisfaits, c'est des très bonnes opportunités de créer des clients récurrents parce que tu vas résoudre un problème. Alors faut pas faire exprès de créer des clients pas contents pour pouvoir résoudre leurs problèmes, c'est évident, mais par contre effectivement une fois qu'ils sont pas satisfaits parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé, c'est là qu'il faut être proactif. Donc demander l'avis, c'est hyper important. Il faut pas avoir peur d'envoyer trop d'emails. Il faut pas avoir peur d'envoyer trop d'emails, non. Ça Thomas te l'a dit certainement plusieurs fois, tu peux envoyer peut-être 15-20 emails dans un mois pour acquérir un client, tant qu'il se désinscrit pas, normalement il n'y a pas de souci. On peut enchaîner. Allez. Alors mon 7e tips, c'est de faciliter les retours. Et ça, il y a beaucoup de personnes, c'est très clivant comme sujet, hein, beaucoup de personnes qui disent non, faut cacher le fait que le retour soit facile chez nous, il faut limiter, il faut ajouter de la friction, j'entends énormément ça. Donc c'est un problème qui touche... Qui dit ça ?
beaucoup de marques. Même des DNVB, enfin des marques jeunes, on va dire. Ouais. Ok. Ouais, énormément de marques. C'est un problème qui va toucher beaucoup plus la Ça me fashion. paraît contre-productif et contre conjoncturel, si tu veux, contre tendance. Ouais. Bon, attends, déjà, premièrement, c'est un problème qui touche surtout la fashion. Enfin, c'est un problème. C'est une question C'est un qui touche sujet, surtout la fashion. Les retours en fashion, c'est en moyenne 25%, même 30%. Tu vas voir chez des acteurs type Sarenza, c'est beaucoup plus que ça parce qu'ils ont tendance à énormément l'encourager. En cosmétique, tes retours, c'est moins de 5%, c'est 2%, quoi. Donc en fait, voilà, là, je parle marque fashion, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les premiers tips. En fait, si tu facilites le retour, si tu communiques sur le retour, tu vas avoir des clients des prospects qui vont se transformer plus facilement en clients parce qu'ils vont avoir confiance. Tu leur montres que quoi qu'il arrive, t'es là, tu vas les écouter et tu vas leur permettre de retourner le produit. Donc ils n'ont pas de raison de ne pas acheter. Et en fait, t'essayes de recréer l'expérience que t'as en magasin. L'expérience que t'as en magasin, c'est je teste le produit. Tu peux pas le tester sur un site internet. Évidemment, tu peux montrer plein de trucs, tu peux faire des guides détails, etc. Mais rien ne remplacera le fait de tester son produit. Et donc, tu as envie de pouvoir donner un sentiment de maîtrise et de potentiel de retour. Et donc, il faut le rendre évident. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe par une FAQ. Tu vois, une FAQ sur les retours. Comment je retourne ? Qu'est-ce que ça me coûte ? Combien de jours j'ai pour retourner ? Ça passe aussi par le process de retour hyper facile à trouver, tu vois, comment je vais retourner, sur quel bouton je clique, dans tes emails, sur ton site, sur ton compte client si t'en as un. Voilà. Moi j'ai un exemple, j'avais commandé chez Nike, je sais pas s'ils le font encore, chez Nike ils te permettaient de retourner pendant 100 jours, même si t'avais transpiré, si tu pouvais retourner tes chaussures pendant 100 jours. Chaussures, mais textile aussi, vêtements aussi ? Non, c'était les chaussures de running. C'est ouf, hein, 100 jours. Ouais. Mais tu vois, tu pouvais avoir fait ce que tu veux avec. T'as fait un trail avec, c'est pas grave, ils le reprennent. Mais c'est brillant. Parce que ça veut dire qu'ils te font confiance, en fait. Et en fait, ils ont choisi de faire confiance à leur communauté. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je kiffe Nike. Et je continue à commander chez Nike. Et ça fait partie de la raison. Bon, après, on passera à les questions des Ouïghours, etc. Je me demandais si je te lançais sur le sujet, mais ouais. On s'en fout, c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet. Non, effectivement, après, tu peux avoir... Non, mais en termes d'expérience client, c'est formidable. Ils sont fous. Tu fais confiance, à ton client final. J'ai eu la même expérience, moi, chez Decat, où j'ai acheté des belles chaussures de trail, je sais plus, des Salomon, je crois. Je les ai portées, et pour un trail, donc de la boue, de la poussière, du machin, et en fait, elles m'allaient pas. Ils me les ont reprises. Bah c'est ça la réalité, c'est que quand tu connais bien ton persona, tu te rends compte qu'en fait sans les avoir testées, tu peux pas savoir si elles te vont pas. Surtout les chaussures de trail, les chaussures de running. Enfin, quand t'as un truc sportif, quand t'as un produit sportif, la réalité c'est qu'en magasin t'es pas dans les conditions. Et même sur le site internet encore moins. Et qu'au bout d'un jour tu sauras pas. Tant que t'as pas vraiment essayé, tu sauras pas. En revanche, mais là c'est du bise. C'est bien d'avoir une politique retour. Enfin, c'est mon avis, mais d'avoir une politique retour qui est simple, limpide, lisible, compréhensible, mais il faut l'intégrer dans ses coûts. Ouais, il faut l'intégrer dans ses coûts, mais il faut l'enlever de ses coûts marketing aussi, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est un coût supplémentaire, mais c'est un coût en moins sur ton marketing. Tu vas chercher, t'auras pas besoin d'aller chercher autant de clients. Et après, j'en ai beaucoup qui me disent ouais, mais il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent de ça, il faut retourner à chaque fois, etc. Ça, c'est des trucs que tu gères en customer success. C'est des gens à qui tu vas dire en one-one, écoute, là t'abuses. Mais c'est pas quelque chose, généralement c'est pas des comportements qui sont extrêmement fréquents. Tu peux pas pénaliser la totalité de tes clients juste parce qu'il y en a deux qui abusent. Et je pense que sur la masse, en fait, alors tu disais 25 à 30% dans la fashion. Ouais. Sur d'autres industries, je pense que d'autres verticales, je pense que c'est beaucoup moins. Ouais, non, bien sûr. Non, bien sûr. Je te dis, cosmétique, c'est moins de 5%. Moins de 5% sur la cosmétique. Ouais. Est-ce que ça viendrait à l'esprit d'envoyer un savon entamé ? J'en sais rien, pourquoi pas. T'as des crèmes à 50 balles, si elles te conviennent pas, c'est un peu embêtant. Intéressant. Sujet à creuser. Ok. Next. Écoute, on va parler de lifetime value. Et qu'est-ce que c'est la lifetime value ? C'est l'argent que te rapporte ton client sur la totalité de ses commandes. Et on pense trop souvent à un client comme étant une seule commande. Et on se dit, ok, j'ai un coût d'acquisition à 30, il m'a rapporté 60.
Donc j'ai un coût d'acquisition à 50% de mon chiffre. En fait non, parce que si tu arrives à le faire recommander 1, 2, 3 fois et que t'as pas repayé des Facebook Ads pour faire commander ce client-là, t'as tout gagné. Ton client, il t'a peut-être commandé 5 fois 60 balles, du coup il t'aura plus rien coûté. Si c'était juste de lui envoyer des emails et de lui montrer que t'es bon en expérience post-achat, etc. Donc, comme on disait tout à l'heure, un client, nous c'est une data qu'on a, un client qui rachète, il te coûte 7 fois moins cher qu'un nouveau client. Je suis content parce que la citation, la stat que je donne depuis 200 épisodes du panier, donc je suis à 120, 130, et qui doit avoir 15 ans, c'était 8. Mais donc on n'est pas loin, c'est formidable. Ouais, un client existant vous coûte 8 fois moins cher il vous coûte 8 fois moins cher de lui revendre un produit qu'un nouveau client. Exactement. Et du coup, c'est là que tu peux imaginer beaucoup de choses en disant que mon client, je dois le traiter comme un roi et lui montrer que, en fait, mettons que tu lui vends une paire de chaussures, que toutes ses prochaines paires de chaussures, il doit les acheter chez toi. Pourquoi ? Parce que l'expérience, elle va être folle. Et tu vois, typiquement, pour une paire de chaussures, tu vas vendre un guide d'utilisation, par exemple, tu vois. Enfin, tu vas livrer un guide d'utilisation, lui montrer comment cirer sa paire de pompes, comment l'entretenir, comment la faire durer. Tu peux aussi, je te disais tout à l'heure, quand tu ouvres le paquet, tu peux lui demander de poster une photo du paquet, de le rendre vraiment acteur de la marque. Tu vois, et ça va faire que le client va se sentir hyper concerné et qu'il aura envie, il a envie de faire partie de l'aventure pour plus longtemps. Ceux qui sont très forts à ça, c'est Unbottled, que je te conseille vraiment d'interviewer. Et c'est une marque qui est cliente de Big Blue, qu'on adore, et ils ont vachement scalé. On a commencé à bosser avec eux, ils faisaient 500 commandes. Là, je crois qu'en fin d'année, ils vont faire 20 000. Et 20 000 par commandes en décembre. Ok. Il m'a autorisé à donner. Il t'a autorisé. Mais 500 commandes par mois quand ils sont arrivés chez vous, 20 000 en décembre là. 2021. Exactement. Ils sont arrivés quand chez vous ? Il y a un an, même pas, je crois, une petite année, une année. Correct. Très fort. Très correct. Fois 40 en un an. Et parce qu'en fait, c'est quand tu reçois une commande Unbottled. Fois 2, fois 20, non, c'est ça, fois 40. Ouais, fois 40. Ouais. Quand tu reçois une commande Unbottled, c'est la fête. Et ils te montrent que tu es ultra important pour eux. Ce qui est vrai, parce qu'en fait, ça se retrouve derrière en Customer Success, ça se retrouve, enfin, Customer Care, Customer Success, ça se retrouve à plein d'endroits. C'est pas juste du bullshit marketing. C'est vraiment montrer à ton client tout le long qui est important. Alors qu'ils vendent des savons. Tu vois, tu pourrais dire, attends, le gars, il m'achète 30 balles de savon, je vais pas non plus lui faire la fête. Bah si. Putain, 14 000 avis clients vérifiés. Ils ont quel âge ? Je parle pas des jeux. Ouais, ils ont même pas 2 ans. C'est une très belle boîte, mais je te dis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chance. Quand tu traites aussi bien tes clients, quand tu leur montres la manière d'utiliser tes produits, quand tu leur amènes beaucoup de contenu hyper intéressant, en fait, t'as envie de recommander. C'est comme ça. J'adore l'univers en plus. Graphique, esthétique mais on en a parlé et je vous invite, cher Unbottled, à venir nous raconter cette belle croissance. Non, mais ce qui est incroyable, je vais pas parler que d'eux, mais c'est qu'ils sont 3 dans la boîte. Ils ont fait tout avec leurs petites mains. Les fondateurs sont assez forts. Soigner l'expérience client post-achat, c'était ce dernier type, le 8e, afin d'enrichir au final l'utilisateur final avec des user guides, de la relance, de l'information, une demande de poster votre produit sur les réseaux sociaux et de vous taguer évidemment, faut pas l'oublier. Mais voilà, les accompagner post-achat pour les fidéliser le mieux possible et les orienter vers un du réachat. Et ça, tu peux le faire à demande, tu peux le faire dans les emails. Tu peux le faire également dans le paquet. C'est-à-dire que ton paquet, donc je parle du paquet que tu vas ouvrir à ton unboxing, c'est le seul lien physique que tu as avec ton client. Il va se passer énormément de choses à ce moment-là. Et ça, c'est l'objet de notre 9e tips, sans transition, c'est l'unboxing. Donc là, c'est plutôt des tips de fin d'année, donc on est dans le thème, même si tu me disais que le podcast allait sortir mi-décembre, donc c'est peut-être un peu tard pour mettre en place. On enregistre fin novembre, mais ne ratez pas la prochaine fête. Exactement. Non, mais c'est assez important quand même de comprendre, et donc les marques le savent, la plupart de leurs ventes, beaucoup de leurs ventes vont être faites au Q4, au dernier trimestre, et encore plus spécialement sur le dernier mois et demi.
Et là, c'est le moment où il faut montrer que c'est les fêtes, rendre l'unboxing encore plus exceptionnel qu'il ne l'est d'habitude. Et donc mettre des choses en plus. Alors on a peut-être aussi envie de pas mettre trop de choses matérielles, hein, donc un peu pour respecter l'environnement. Donc, mais c'est pas forcément mettre plus de choses en termes de nombre de flyers et un packaging plus gros, etc. Non, c'est mettre plus d'informations, des informations thématisées pour les fêtes de fin d'année. Vraiment réfléchissez votre unboxing en fonction de la fin d'année. Et je pense qu'il est important de rajouter un truc aussi là, c'est que si vous vendez sur une marketplace dont vous ne maîtrisez pas la donnée client, dans l'unboxing et ce que vous pouvez y glisser vous permet de créer potentiellement ce lien. En gros, si vous vendez sur Amazon et que c'est pas vous qui avez reçu les coordonnées client final, ça vous permet aussi potentiellement de créer un lien. Je crois qu'Amazon l'interdit dans ces conditions, mais j'ai rien dit, j'ai rien entendu. Non, mais à vérifier. Oui, mais clairement. Non, mais un programme de fidélité ou de bref. Bien, non, mais t'as totalement raison. Enfin, moi, ce que je conseille après, jusqu'à ce que tu te fasses arrêter par la police, Amazon. Mais c'est clair que si tu peux mettre des flyers et rendre tes clients récurrents grâce à tes packages, alors que t'as pas l'adresse email, c'est quand même assez exceptionnel. Et oui, enfin nous, c'est encore une petite data. T'as la plupart, enfin les quasi 3/4 des acheteurs qui disent qu'un packaging brandé va les rendre beaucoup plus enthousiastes par rapport à l'idée de recevoir le paquet. Et il y en a 20% qui disent que ça justifie le coût du produit. En fait, c'est fou parce qu'ils vont corréler le prix de leur produit à leur expérience d'unboxing. Le produit leur paraît moins cher si l'unboxing est satisfaisant, quoi. Et encore une fois, je vous rappelle un truc, c'est que là, on est en face de l'expérience que tu as en magasin. Et on pourra jamais remplacer l'expérience que tu as en magasin. Mais quand tu rentres dans un magasin, c'est stylé, c'est à l'image de la marque, ça sent bon, tu as des gens qui t'accueillent avec le sourire, et tu as tous les produits qui sont là, etc. Tu dois essayer d'avoir une expérience qui est au plus proche possible de ça quand tu vas ouvrir ton colis. Ton colis, alors faire en sorte qu'il sente bon, c'est plus compliqué, mais il soit coloré à l'image de ta marque, que ton colis il te sourit et il te dise welcome, tu vois. C'est hyper important. Faut pas négliger ça. Très bien. Soigner l'unboxing et du coup ce que vous mettez à l'intérieur du colis. Ouais. Et en l'occurrence, à l'intérieur, surtout en cette période de fête, c'est peut-être l'occasion de mettre un petit mot. Exactement. Je crois que alors j'ai pas posé la question depuis longtemps, mais je demandais à mes premiers invités il y a un an et demi, je sais plus, mais s'ils écrivaient un mot à la main dans chacun des paquets, ou en tout cas au début, à leur lancement. C'est bien au début quand tu fais ta logistique toi-même, après c'est un peu compliqué à scaler. Il y a encore beaucoup de marques qui le font, nous on le conseille évidemment pas au-delà d'un certain nombre de commandes, parce que en fait l'impact il est moindre, mais oui, ça peut être une bonne manière de commencer. Nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des gift notes. Donc tout le monde ne le permet pas. C'est quoi une gift note ? C'est un petit mot pour par exemple ta mamie qui t'offre une jolie paire de chaussures, qui puisse te dire mon petit lapin, je suis ravi de t'offrir ça pour ton anniversaire, signé mamie. Et ça plaît à beaucoup de gens, à beaucoup de vos clients, ça plaît énormément. Parce que encore une fois, communiquer au travers des paquets, c'est important. Tu vois, ceux qui sont très forts à ça, c'est des marques comme Bergamote. C'est une évidence pour les fleurs de mettre un petit mot, parce que généralement les fleurs, pas mettre deux mots quand on voit des fleurs, c'est quand même un peu con. Hein. Ouais. Mais ils sont très forts. Mais tu vois, tu dis ça, et pourtant t'as beaucoup d'autres marques qui sont des objets cadeaux. Où il n'y a pas d'option. T'as pas d'option. Alors que tu te dis, attends, la plupart, tu vas offrir, je sais pas, des chaussures. Enfin, il y a je sais pas combien de personnes, quel pourcentage qui offrent des cadeaux, mais c'est un gros pourcentage. Très bien. Et on en a parlé tout à l'heure, les communications de vos délais pour Noël, et surtout ce qu'on appelle nous les cut-off. Donc le moment où la dernière date pour être livré avant Noël. Je vous conseille vraiment de prendre des grosses pincettes et de prendre des grosses marges là-dessus, parce que les transporteurs sont plus lents à Noël, c'est bien connu, mais annoncer ça à vos clients, ça va avoir deux effets. Déjà, de vous dédouaner un petit peu. Le jour où votre client commande le 16, alors vous avez dit que le maximum c'était le 15, vous pourrez dire écoute, c'était écrit sur le site. Et la deuxième chose, c'est aussi de précipiter les gens à commander avant une certaine date et de créer moins d'insatisfaction. Donc vous pouvez le faire sur votre site au moment du panier, mais surtout par email. Donc de dire à tout le monde attention, 3 derniers jours avant d'être livré, pour être livré à Noël, 2 derniers jours,
jusqu'au moment où c'est trop tard. Ouais. Hyper important. Alors on parle de Noël, mais ça vaut pour toutes les fêtes, en vrai. Les fêtes, voilà, si c'est les fleurs, pour la fête des mères, fête des grands-mères, fête des pères, la Saint-Valentin, il y a plein de fêtes. Il y a des marronniers dans l'année. Ça vaut le coup de l'annoncer. Ouais, exactement. Non mais et puis, tu vois, de manière générale, quand tu communiques sur tes dates de livraison, finalement ça fait ça toute l'année. Ça te permet de faire ça toute l'année. Je pense que, alors on va prendre un peu de hauteur et puis je vais reprendre les tips que tu nous as proposés, mais soigner son expérience client, en fait soigner son client, le traiter avec égard évidemment, et surtout être true to yourself. J'avais ça qui me venait en anglais, mais respecter ses engagements, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, quoi. Exactement. Non mais l'objectif de toute façon en général l'expérience post-achat c'est ça, hein. C'est pas promettre plus que t'es capable de délivrer et communiquer énormément quand t'as des problèmes, c'est ultra important. 10 tips assez simples à actionner. Je les reprends dans l'ordre et tu me corriges ou m'interromps, n'hésite pas. Mais indiquer la date de livraison précise des produits sur la page produit lors du checkout pour être clair avec le consommateur lors du checkout et qu'il n'y ait pas d'abandon de panier par surprise. Offrir plusieurs options de livraison, qu'on ne soit pas simplement limité, si vous le pouvez, avec votre partenaire pour arranger le client. Proposer une livraison express parce que très souvent on peut en avoir besoin, proposer la livraison gratuite et pourquoi pas à partir d'un certain montant, et ce montant pourrait être par exemple, tu l'as proposé 10 à 15% au-dessus du panier moyen pour tirer le prix de ce panier moyen vers le haut. C'est aussi l'occasion d'ailleurs à ce stade de proposer de l'upsell sur des produits complémentaires ou des accessoires. Donc ça c'est sur la partie livraison. Soigner la communication avec vos clients. Et comment? Déjà avec des emails de suivi. Il y a des emails qui vont partir. Ces emails, ils vont être ouverts. Tu l'as dit, 75% versus 25% en moyenne de taux d'ouverture des emails de suivi. C'est un endroit parfait pour envoyer du love, pour donner de l'information, pour former, pour poser des questions, pour proposer des produits additionnels le cas échéant. Mesurer la satisfaction client, puisqu'un client satisfait est susceptible de recommander 6 ou 7 fois plus qu'un... On le redit un peu plus loin d'ailleurs, mais... 7 ou 8 fois plus qu'un... Enfin, ça coûte 7 à 8 fois moins cher de faire recommander à un client existant qu'un nouveau client. Vous m'avez compris. Être transparent avec les retours. Comment faire un retour? Est-ce que c'est facile? D'où je le fais? Faire une FAQ sur le sujet. Réfléchir à la lifetime value, ça rejoint de vos clients, ça rejoint mon point précédent sur il est beaucoup plus facile de faire recommander un client satisfait qu'un client qui ne l'est pas. Donc mesurer la satisfaction et essayer de l'augmenter. Et enfin tes tips sur la fin d'année, mais valable toute l'année au final, c'est soigner l'unboxing. Une belle boîte brandée, c'est cool. Un petit mot, c'est cool. Permettre aux clients qui achètent de rajouter quand c'est un cadeau, une petite note pour le destinataire, c'est cool. Tu me disais, j'ai pas noté la stat tout à l'heure, mais qu'il y a plus de chances en plus de passer sur les réseaux sociaux, ce qui est une bonne chose. Quand on a un beau cadeau brandé par la marque, une belle boîte brandée par la marque que j'ai achetée. Je crois pas que je te donne les stats, mais tu m'as pas donné les stats. C'est assez évident. Mais c'est assez évident. Ouais. Mais en fait, là, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que tous vos clients sont des potentiels influenceurs. C'est ça. Et tout le monde a une petite communauté. On parle de nano, micro-influenceurs. C'est quoi un nano-influenceur? C'est quelqu'un qui a 5000 personnes dans sa communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont 5000 personnes. Et même si vous avez 2-3 000 qui sont autour de vous, c'est juste des gens très proches de vous que vous allez beaucoup plus facilement influencer. Et là, vous n'avez même pas payé un produit, vous n'avez même pas donné d'argent à la personne, elle va vous faire un post gratuit, et quoi, il y a peut-être 20 commandes qui vont en découler. C'est énorme, 20 commandes gratuites, comme ça. Donc il faut penser à ça, donc traitez chacun de vos clients comme s'il était influenceur, comme s'il allait parler de vous de manière positive ou négative, et vous verrez, vous allez avoir des commandes qui vont découler. Et dernier point, mais on l'a un peu abordé mine de rien, c'est totale transparence sur le cut-off, par exemple, d'envoi avant Noël, commandé jusqu'à telle date pour être sûr d'être livré, toujours en prenant un peu de marge, parce que c'est une période qui est chargée pour tout le monde, que ce soit les logisticiens, les gardiens qui réceptionnent les cadeaux, bref. Donc prenez un peu de marge, mais en tout cas, soyez transparents et évitez l'effet déceptif et frustrant de ne pas être livré au moment où on devait l'être. Voilà, t'as bien résumé. Merci beaucoup. On a fait un super tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois qu'on a fait le... Non, on a fait le tour. Écoute, j'espère qu'on se reparlera.
Ben, écoute, avec grand plaisir. Je te remercie énormément d'avoir été si transparent avec nous. Je pense que ces tips sont vraiment efficaces, faciles à mettre en place et je vous recommande de le faire. Si cet épisode vous a plu, vous pourrez retrouver Tim sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi m'écrire si ça vous intéresse de bosser avec nous ou pas. Je peux donner mon adresse email. Tu peux donner ton adresse email. C'est tim, c'est simple. @bigblue, bigblue.io. Et n'hésitez pas. Super, bigblue.io. Merci infiniment, Tim. Merci à Anna qui nous a regardé patiemment et qui a pris des photos de nous pendant l'enregistrement. Et puis, je vous dis à bientôt, chers auditeurs. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.